Chers amis de Paix et Guerre, je suis heureuse de vous retrouver pour une 114e, je crois, Mondoscopie. Nous sommes le 18 mars 2026. J'ai changé un peu d'organisation, enfin de lieu, à vrai dire, donc j'espère que ça vous convient. J'ai quand même une lampe pour ne pas trop vous dépayser, et voilà. Enfin, de toute façon, c'est pas moi qui compte, c'est ce dont je vais vous parler. Aujourd'hui, j'ai 3 points, 3 temps dans mon explication. Évidemment, on va parler en premier lieu de l'Iran. On va faire le point sur la guerre et les derniers développements, enfin en tout cas un certain nombre d'entre eux, parce qu'il y en a tellement, je ne peux pas parler de tout. Le deuxième point, ce sera l'OTAN et évidemment ce qu'il en est de la demande de Trump aux pays de l'OTAN de rejoindre de s'engager dans le conflit, en fait, de former une sorte de coalition internationale pour aller impressionner les Iraniens et débloquer le détroit d'Ormuz. Et enfin, j'évoquerai, eh bien, pourquoi pas, on peut toujours rêver, une forme d'alternative et enfin les étapes envisageables pour une sortie de la guerre, si naturellement on en a envie. Voilà. Donc, premier point, je commence tout de suite, je rentre dans le vif du sujet. Bon, on peut dire que la décision de Donald Trump d'entrer en guerre aux côtés d'Israël est quand même pour Israël, d'une façon générale, continue de porter des conséquences imprévues, manifestement, pour les Américains, alors que pourtant, il y avait quand même un certain nombre d'éléments qui permettaient de savoir que ça allait mal se passer. Mais en tout cas, des conséquences imprévues, des conséquences très déstabilisantes, non seulement pour Trump à titre politique personnel, pour les États-Unis en tant qu'hégémone en perte de vitesse qui essaie de rattraper les choses et qui, à mon avis, a quand même lancé un coup de dé extrêmement aléatoire. Et puis bien sûr pour le reste du monde, tout simplement, sans parler de l'économie mondiale de manière générale. Bon, les grands gagnants pour l'instant à ce stade, même s'ils sont assez discrets, ce sont bien sûr les Russes et les Chinois qui en tirent profit, en dépit du fait que les États-Unis essaient d'expliquer que la Chine est en mauvaise posture, bon, et que peut-être d'ailleurs Trump, il se dit qu'il remettrait sa visite d'État prévue fin mars en Chine. Ça, c'est d'une certaine manière, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça pouvait être une occasion de faire preuve d'un peu d'intelligence et de hauteur de vue et d'essayer de trouver une porte de sortie utile pour tout le monde. Mais enfin, là, s'il remet sa visite, ça veut dire que ça va durer et que les inconnus montent et les enjeux montent. Et surtout que l'isolement, d'une certaine façon, monte pour les États-Unis en dépit de tout le ramdam qui est fait autour des déclarations trumpiennes constantes. Voilà, donc l'enjeu, manifestement, pour Trump, depuis que la guerre n'a pas pu se terminer, n'est-ce pas, comme il l'imaginait peut-être, en quelques jours ou en 8 jours, eh bien, c'est d'entraîner, les pays du Golfe avec lui et avec Israël, et deux, d'entraîner l'Europe et le bloc occidental, on va dire, ses alliés à ses côtés, et notamment l'OTAN, donc pour essayer de faire peur à l'Iran et en fait de faire monter l'escalade en espérant que la partie d'en face va se lasser. Bon, pour moi, ça se heurte quand même à quelques considérations assez logiques, mais bon. En tout cas, il exerce maintenant un chantage, une forme de chantage, donc je reviendrai dans mon second point, je ne vais pas trop en parler, au retrait américain de l'OTAN, ou du moins voilà, une sorte de désamour, n'est-ce pas, des États-Unis pour l'OTAN, si jamais les pays ne lui emboîtent pas le pas. Et évidemment, ça veut dire que, notamment pour les Européens, c'est un peu un chantage à l'abandon de l'Ukraine. Bon. Parce que pour l'instant, malgré tout, les Américains, indirectement, via l'argent européen, aident toujours l'Ukraine, et aussi en matière de renseignement, etc. Avant de poursuivre, un mot sur Or.fr, notre partenaire aujourd'hui, que nous remercions de soutenir la chaîne et notre travail sur Paix et Guerre.
Dans un monde marqué par l'instabilité, les risques géopolitiques, la rupture des équilibres économiques, la question de la souveraineté ne concerne pas simplement les États. Elle concerne aussi la façon, à titre individuel, dont chacun organise et sécurise ce qu'il détient. Depuis 2011, Or.fr permet aux particuliers et aux entreprises d'acquérir et de détenir de l'or et de l'argent physique sous forme de lingots et de pièces provenant de raffineurs accrédités. Les métaux sont détenus en votre nom propre et stockés hors du système bancaire dans des coffres-forts sécurisés en zone sous douane. Chaque client reçoit un certificat de stockage nominatif édité par un tiers indépendant qui atteste de sa propriété directe des métaux. Il est donc possible d'auditer les coffres, d'y accéder physiquement et de demander le retrait de ce qui s'y trouve. Les métaux sont également assurés et Or.fr vous fournit aussi un service de rachat et un service de livraison à domicile pour ceux qui préfèrent conserver eux-mêmes leurs pièces et leurs lingots. Cette communication est fournie à titre informatif et ne constitue ni une recommandation personnalisée, ni un conseil en investissement. L'investissement dans les métaux précieux comporte des risques, notamment de perte de capital. Vous trouverez le lien affilié en description pour en savoir plus et je remercie de nouveau Or.fr de soutenir Paix et Guerre. La Russie donc se frotte les mains, son gaz, son pétrole sont très convoités, même par les Européens qui découvrent peut-être dans un moment de lucidité secrète, parce qu'évidemment ils n'osent pas trop le montrer, la légèreté, la folie de leurs calculs vis-à-vis de la Russie et notamment de cette prétention à pouvoir se passer du gaz et du pétrole russe et à tenir la dragée haute à Vladimir Poutine. Là, ça devient quand même très compliqué et même un peu clownesque pour tout dire. Bon, alors revenons à l'Iran. Aujourd'hui, nous sommes mardi, j'enregistre la veille justement parce que je suis loin. Larijani, qui est donc le chef du conseil de sécurité iranien, qui était un peu l'homme fort, surtout depuis l'assassinat de l'ayatollah Khamenei, aurait été assassiné par Israël, et ainsi que le chef des Bassidji. Les Bassidji, si vous voulez, bon, ça fait partie du dispositif des gardiens de la Révolution, mais ce sont des troupes, il y a plusieurs centaines de milliers d'hommes qui sont plutôt destinés au contrôle, et d'ailleurs à la répression, de l'intérieur, de la population iranienne elle-même. Donc ils sont toujours très présents dans les manifestations, etc. Ils surveillent, si vous voulez, la société iranienne. Bon, ces deux-là seraient morts. Alors, très bien, vous me direz c'est formidable, on continue, voilà, le jeu de cartes, on met des croix sur des as, entre guillemets. Oui, mais enfin, Larijani, enfin, je ne suis pas sûre que ça plaise beaucoup à Trump, si vous voulez. Je ne sais pas s'il était au courant, mais pas forcément. Et en tout cas, et c'est là qu'on voit encore une fois que les buts de guerre israéliens et américains se recouvrent pour une part, mais pas totalement. Larijani était considéré comme l'un des possibles interlocuteurs dans une forme de négociation, en tout cas de sortie de guerre, et donc c'était le moyen, si vous voulez, d'un retour à la négociation, en fait, Larijani. Donc on se rend compte qu'Israël veut vraiment le pire, en fait, veut qu'il n'y ait aucune porte de sortie, aucun interlocuteur, aucune désescalade prématurée, tant qu'Israël ne considère pas avoir rempli ses objectifs propres, c'est-à-dire poursuivre la dégradation des capacités militaires iraniennes, poursuivre bien sûr la destruction du programme balistique iranien, poursuivre, enterrer une bonne fois pour toute velléité nucléaire, militaire de la part de l'Iran. Enfin, tout ça, on ne sait pas comment ils peuvent le faire, mais enfin, c'est ce qu'ils disent vouloir faire. Et puis casser, bien sûr, les proxys de l'Iran, l'axe de la résistance, qu'il en reste, les Houthis, le Hezbollah au Liban. On voit que les opérations israéliennes s'intensifient avec des pertes terribles. Et bien sûr, ce qui reste aussi du Hamas. En tout cas, Larijani, c'était le visage d'une transition acceptable, entre guillemets, pour Téhéran, à partir du moment où le changement de régime n'était manifestement pas au rendez-vous des frappes américaines.
Donc Israël, si vous voulez, espère toujours l'effondrement des structures de commandement du régime iranien et son implosion interne. C'est assez clair. C'est pas seulement la défaite militaire, c'est voilà le démembrement, si vous voulez, la déconstruction totale, l'effondrement. En plus, Larijani avait un peu montré en soutien aux populations, comme l'avait d'ailleurs fait Ramenei en restant dans sa maison, qui était une cible évidente. Lui, Larijani, s'est montré en public, il a participé à des défilés populaires, enfin il s'est montré au milieu du peuple iranien pendant la journée Al-Quds pour essayer de stabiliser un peu le moral intérieur de la population iranienne qui subit des frappes considérables, aussi sur des objectifs civils. Bon, donc s'il est vraiment mort, et voilà, enfin, d'après ce que j'ai vu, il est fort probable qu'il soit mort. En fait, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir évidemment une radicalisation de la réponse iranienne. Ce n'est pas du tout une bonne affaire pour Trump. Peut-être une bonne affaire pour Benjamin Netanyahou, mais pas pour Trump. Parce qu'Israël élimine finalement toutes les figures modérées, pragmatiques, et il obtient le pire, quoi. Il obtient la dégradation, la poursuite de la guerre, parce que la nouvelle génération des chefs iraniens, elle sera plus radicale, elle n'a pas les mêmes... voilà, l'idée de patience stratégique, si vous voulez, après ce qu'ils subissent, je pense que ce n'est pas trop leur sujet. Et donc, on voit en fait s'éloigner le cessez-le-feu possible à court terme. Donc, pour Trump, c'est un coup dur, pas d'interlocuteur valable pour vendre un accord de paix à l'intérieur, aux Iraniens, à l'élite cléricale, aux gardiens, etc. Tout ça est un peu en panne. Donc, il va avoir du mal à se sortir du guêpier de cette façon-là. Si le commandant des Bassidjis, qui s'appelait Gholam Reza Soleimani, est mort lui aussi, là, il y aura peut-être un problème de coordination dans cet appareil sécuritaire iranien. À voir. On va peut-être avoir des tactiques, si vous voulez, de leur part, qui seront peut-être un peu plus erratiques, donc peut-être un peu plus dangereuses. C'est encore difficile de savoir ce qui va se passer concrètement après ces deux assassinats. Pendant ce temps, dans l'appareil de renseignement américain, il y a quand même, ça tangue un peu. Il y a notamment le chef du centre de contre-terrorisme américain qui a démissionné en disant que l'Iran n'était pas du tout une menace pour les États-Unis, qu'en fait les États-Unis s'étaient engagés dans cette opération malencontreuse et dangereuse sur pression d'Israël, enfin, et que voilà, les dégâts qui s'accumulent quand même, les dégâts matériels, les dégâts politiques, les dégâts militaires, les dégâts en soft et en hard power, si vous voulez, et je ne parle même pas de tous les alliés régionaux au moins, eh bien tout ça commence à faire que, voilà, si on se souvient aussi que le général Kane, le chef d'état-major des armées américaines, avait prévenu Donald Trump des dangers associés à des frappes, eh bien, on se dit que, voilà, à l'intérieur, ça ne se passe pas très bien. Alors, la grande affaire dont tout le monde parle, c'est évidemment la fermeture de fait du détroit d'Ormuz, avec un passage à la carte pour les navires qui ont l'aval des Iraniens, et puis pour les autres, c'est le risque de missiles, donc pour l'instant, personne ne s'y risque vraiment. L'Arabie saoudite essaie de contourner le problème en faisant passer son pétrole par une sorte d'oléoduc qui traverse en fait le pays jusqu'à la mer Rouge. Le ministre des Affaires étrangères iranien dit, lui, que, oui, effectivement, après les frappes américano-israéliennes de juin dernier, il y a bien 440 kg d'uranium enrichi à 60% qui sont sous les décombres, mais que les Iraniens n'ont pas du tout l'intention de les retirer, tant que si un jour ça se fait, ce sera avec l'AIEA et on en est très très loin. Donc on a vraiment l'impression en fait que les États-Unis se sont mis eux-mêmes en danger, globalement, par rapport à leur posture et à leur place en fait géostratégique,
parce que les réactions quand même des pays du Golfe, qui sont fous furieux certes des frappes iraniennes, mais qui ont bien compris que les Américains ne leur étaient d'aucun secours et au contraire même prenaient un certain nombre des armes qui étaient encore sur les bases pour les affecter ailleurs, ils ont compris que c'est pas un soutien ça. Et donc eux-mêmes, enfin pour les Américains, c'est une perte quand même importante et aussi une perte, j'allais dire symbolique, une perte immatérielle, dans la mesure où tous ces pays étaient quand même des soutiens, soutenaient le modèle américain, financier, économique, mais aussi stratégique. Donc enfin, moi je me dis, mais est-ce qu'en fait, là, les Américains, en voulant faire un sursaut salvateur qui allait les remettre en position dominante selon eux, en fait, ne viennent pas de donner un nouveau coup d'accélération à la bascule du monde en leur défaveur, comme ils l'ont déjà fait en en poussant la Russie à entrer en Ukraine en février 22. Voilà, pour l'instant, la guerre en est à sa 3e semaine. Washington continue à dire qu'il est en train de gagner, qu'il a tout détruit, les missiles iraniens, les rampes de lancement, les sites de production, la marine, etc. Mais enfin, la question clé, c'est toujours la même. Qu'est-ce que ça veut dire gagner, hein? Que veut dire gagner quand Trump dit que nous avons gagné la guerre, bon, d'accord. Est-ce qu'il suffit de frapper un ensemble particulier de cibles pour gagner? Gagner, c'est quand même atteindre des objectifs précis. Vous vous souvenez du Vietnam, hein, les États-Unis ont gagné toutes les batailles, enfin ils n'ont pas gagné la guerre du Vietnam, ça se saurait. Quels sont les objectifs américains? Bon, il y a eu tout et n'importe quoi, j'en ai déjà parlé, changement de régime, éliminer les capacités d'enrichissement nucléaire, les missiles balistiques, couper les dos proxy, donc un peu comme Israël. Mais pour atteindre tout ça, il fallait provoquer un changement de régime, instaurer un régime à la botte des Américains en fait. Ça n'a pas marché. Donc c'est tout l'inverse. Au contraire, on est en train de durcir extraordinairement ce qui est encore là du régime iranien qui quand même à ce jour tient. Donc l'Iran a tout intérêt à ce que la guerre dure longtemps pour faire payer un prix aux Américains de leurs attaques et obtenir des concessions. C'est-à-dire que ça devienne de plus en plus douloureux et coûteux pour les Américains. Et surtout obtenir que Israël et les Américains ne frappent plus l'Iran. Donc il faut une guerre prolongée, parce que plus elle dure, plus ils ont des moyens de pression. En fait, c'est tout simple. Alors que les Américains et les Israéliens voulaient une victoire décisive, rapide. Mais bon, avec leur stratégie de décapitation, comme je dis, à double tranchant, puis avec, jusqu'à présent en tout cas, l'échec de la punition militaire avec les frappes intensives, ça va se prolonger. Alors, les Iraniens ont averti récemment que les grandes entreprises américaines présentes dans la région, donc les Exxon, Boeing, Lockheed Martin, etc., vont être frappées aussi, hein. Donc ça, l'idée, c'est ça, c'est-à-dire de faire en sorte que les boîtes américaines quittent le Golfe et que petit à petit, les intérêts américains économiques quittent le Golfe, quittent les pays du Golfe, le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite, etc. Et c'est pour ça aussi qu'ils attaquent les bases, non seulement les bases américaines, mais qu'ils attaquent aussi ces pays indirectement, si vous voulez. Donc, ils s'en prennent de plus en plus aux banques, aux entreprises américaines, etc., au-delà des emprises militaires ou diplomatiques. Et ils veulent en fait chasser les entreprises américaines du Golfe, c'est assez net. Et pour ça, bon, ben voilà, les bases sont évidemment des cibles légitimes. On l'a vu à Bahreïn, on l'a vu en Arabie Saoudite. Donc, ils pilonnent à la fois des objectifs militaires et ils ont des cibles commerciales. Voilà. Donc, parce qu'à la fin, si les États du Golfe comprennent que soutenir les États-Unis, c'est en fait une erreur et ça leur coûte très cher à eux, eh bien, peut-être qu'ils auront une façon de concevoir leur relation avec un peu plus de distance vis-à-vis de Washington. Donc,
c'est très malin, évidemment. L'idée est de saper la position américaine dans le golfe Persique. Et d'ailleurs, c'est une de leurs exigences que les Américains se retirent complètement du golfe Persique. Bon, ça, je pense que c'est peut-être un peu trop. Et on voit bien que les États du Golfe, certes, ils sont furieux contre l'Iran, mais ils sont furieux contre les États-Unis, qui les ont entraînés dans ce bourbier. Et ils savent très bien que ce n'est pas l'Iran qui a déclenché la guerre. Ils le comprennent, ils savent tout. Ils savent les négociations, ils savent la situation, ils savent les attaques précédentes israéliennes et américaines depuis déjà plusieurs années. Donc quand tout ça va être terminé, il va y avoir une redistribution en fait des cartes dans la région, très probable. Il faudra voir son intensité, sa profondeur, mais voilà, qui soutiendra, qui acceptera le soutien de qui. Et puis bien sûr, il va y avoir aussi, et ça c'est quand même très inquiétant, un encouragement de fait à la prolifération nucléaire. Je pense à l'Arabie saoudite, je pense évidemment à l'Iran, qui là, s'il n'avait pas compris, là, évidemment, comprend que bah, s'il avait été nucléaire, rien de tout ça ne se serait passé. En tout cas, pas avec cette puissance et pas avec cette capacité de destruction. Donc les Pakistanais ont quand même des relations importantes avec l'Iran. Ce sont eux l'Arabie saoudite les a aidés à avoir aussi la bombe. Enfin, elle a financé la bombe pakistanaise. Et donc, voilà, tout ça n'est pas très bon, en fait, pour l'objectif affiché, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de prolifération nucléaire au Moyen-Orient. Là, on est en train d'obtenir exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Donc, la structuration de toutes ces alliances, si vous voulez, régionales, va être très intéressante à observer quand, je l'espère, on arrivera à une forme d'accord de désescalade. Bon, quant à Hormuz, bon, bah, c'est clair, ils veulent le maintenir fermé au maximum, hein, pour continuer à provoquer la déstabilisation américaine via la flambée des prix de l'énergie dans le monde entier, puisque finalement, ça conforte leurs alliés, chinois et russes, mais les autres, bah, voilà, ça les met face aux conséquences en fait de leurs actes. Donc là aussi, énorme pouvoir de négociation. D'ailleurs, le fils de l'ayatollah Khamenei a déclaré qu'ils allaient maintenir le détroit fermé de fait, hein, encore une fois. Alors, peuvent-ils le faire? On dit que les Américains ont bombardé certaines installations sur l'île de Karg. Est-ce qu'il va y avoir cette coalition internationale? Je suis incapable de vous le dire, évidemment, à ce stade. Mais ce qui est sûr, c'est que les Iraniens ont toujours des capacités de bombardement, si vous voulez, et de lancement de missiles balistiques. Et on peut les bombarder, nous, côté américain, enfin, nous, les Américains et les Israéliens, mais surtout les Américains, jusqu'à la fin des temps, ils continueront à maintenir le détroit. Parce que, bah, de fait, si on ne comprend pas, eh ben il y aura des navires qui passeront par le fond. Hein, voilà, tout simplement, qui seront coulés. Ou alors, ils peuvent bombarder aussi les ports où ces navires sont censés accoster dans le golfe Persique. Et ils peuvent continuer à viser les installations pétrolières, les installations gazières du Golfe. Bon, ce sont des cibles faciles, des grosses cibles faciles, si vous voulez. Donc, c'est une carte quand même très puissante dans la main des Iraniens, il faut l'admettre. Alors, Trump, face à ça, lui, essaie de jouer la coalition, essaie de dire, mais le monde entier va se porter à mes côtés dans le détroit d'Ormuz avec une énorme armada pour, de fait, faire sauter en fait, ce blocage. Voilà, il dit même que c'est l'intérêt des Chinois de le faire. On n'a pas encore tout bien compris, je pense. C'est l'intérêt des Japonais, c'est l'intérêt des Sud-Coréens, etc., etc. Il faut prendre d'assaut le détroit, il faut le traverser avec une grande armada navale, etc. Bon, moi, je leur souhaite bonne chance, effectivement. Parce que, en fait, l'Iran peut endurer beaucoup plus que les Américains.
j'allais dire, beaucoup plus. Parce que nous bombardons l'Iran, nous ne l'envahissons pas, et alors pour l'envahir, ce sera encore une autre paire de manches. On a envahi l'Irak, si vous voulez, pour arriver à ce changement de régime. Là, on se contente de bombarder, on sait très bien que venant du ciel, ça ne marche pas le changement de régime. Donc les Iraniens ne peuvent ne pas abandonner, si vous voulez, assez facilement, entre guillemets. Ils peuvent, voilà, ça ne changera rien. On peut continuer longtemps comme ça, on peut s'enliser longtemps. Et les Iraniens riposteront, ils peuvent frapper Israël, ils frappent les forces américaines dans le Golfe, ils peuvent faire mal, si vous voulez. Je ne parle même pas de la baisse des stocks, hein, pour Israël, des missiles défensifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est... enfin, on voit ce qui se passe avec les stocks de munitions américains, ça va avoir des implications, pas seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour contenir la Chine et l'Asie de l'Est. Hein. Donc, quand on compare les missiles balistiques aux missiles conçus pour les abattre, aux intercepteurs, si vous voulez, donc les missiles balistiques iraniens aux intercepteurs américains ou israéliens, les missiles, on va dire, défensifs, en fait, les missiles balistiques iraniens ont les avantages. Ils sont moins chers à construire, il faut plusieurs intercepteurs pour en descendre un. Et donc, il y a un rapport coût-efficacité qui favorise les attaquants. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ils en ont quand même un nombre considérable. Là, je pense aussi qu'on a sous-estimé, en tout cas les Américains, les forces iraniennes. Bon, l'île, la fameuse île de Karg, elle a été bombardée partiellement. Hein. On a attaqué, enfin les Américains ont attaqué des cibles militaires, mais pas les cibles économiques, ni les infrastructures pétrolières à ce stade. Alors l'idée de l'envahir, c'est bien, enfin une fois qu'elle est envahie, elle est aussi vulnérable, hein, pour ceux qui sont dessus. Si vous voulez, voilà, on est dans un ensemble, en fait, qui est un ensemble d'escalade, très net. Voilà, on est en train de monter les barreaux de l'échelle, si vous voulez, les échelons. Pour l'instant, pas de manière encore trop sérieuse, mais le problème, c'est que si on ne passe pas, si on ne trouve pas le moyen de passer à une forme de reprise de dialogue, même indirect, même on risque d'être entraîné quand même très loin. Alors, les conditions du dialogue, là aussi, il y a le même problème qu'en Ukraine, c'est-à-dire le problème de la confiance qui est ruinée. Hein, je pense que les Kouchner et les Kellogg et les Witkoff ont démontré une telle duplicité, si vous voulez, que c'est quand même difficile aussi pour les Iraniens de croire à quoi que ce soit désormais. Et bien sûr, ils ont des exigences maximales, j'allais dire comme les Russes. C'est-à-dire, voilà, plus d'agression. Enfin, ils ont des exigences qui sont en fait très difficiles, non seulement à accepter pour les Américains, mais même à mettre en œuvre, parce qu'il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance. Donc là, on est vraiment dans une rupture qui est très délicate, je pense, pour toutes les parties, mais surtout pour la partie américaine, bien sûr. Alors, Trump, bien sûr, dit qu'il a envoyé, enfin, ils vont arriver, une force expéditionnaire, hein, avec des Marines, quelques milliers, mais qui vient d'Asie de l'Est. Donc, en fait, il se déshabille, si vous voulez, pour aller jusque-là. On affaiblit, en fait, les Américains affaiblissent leur propre politique de confinement en Asie de l'Est, si vous voulez, en redéployant ses troupes. Alors il y a un navire d'assaut amphibie. Comment est-ce qu'on va faire passer le navire d'assaut amphibie par le détroit d'Ormuz? C'est une contradiction dans les termes. Alors, ce qu'ils peuvent faire, c'est transporter par avion les Marines vers la rive saoudienne du Golfe Persique. Hein. Je ne sais pas si on aura le temps de vous mettre une carte, mais je vais le demander.
pour attaquer vraiment l'île de Karj en tant que telle. Donc, il faut partir d'Arabie Saoudite et traverser le golfe Persique. Je rappelle que les Iraniens ont prévenu les Saoudiens que s'ils autorisaient les Américains à se servir de leur territoire pour des attaques contre eux, les Iraniens, ça se passerait mal pour les Saoudiens. Voilà. Donc, voilà, il faut imaginer, je pense que tous les stratèges et militaires américains sont en train de phosphorer là-dessus, comment faire passer ces Marines d'Arabie Saoudite à travers le golfe Persique sans qu'on leur tire dessus. Hein, parce qu'ils sont quand même, et ils seront, une fois sur l'île, extrêmement vulnérables aux missiles, aux drones et autres attaques des Iraniens, par bateau, par petits bateaux, etc. Donc, ils seraient très, très vulnérables. Donc, vous voyez, on est en train de faire dériver progressivement la mission initiale. Hein, c'est toujours le problème hein, dans les opérations militaires, c'est que petit à petit, on est amené à prendre des décisions qui n'étaient pas dans les plans, qui n'étaient pas dans le spectre, le cadre initial strict de la mission envisagée. Et ben voilà, on s'enlise de fil en aiguille, on va de plus en plus loin. En tout cas, on est parti, à mon avis, s'il n'y a pas une percée diplomatique très importante et donc un changement de portage américain déjà, et une capacité aussi à faire s'arrêter les opérations israéliennes, on est entré dans une guerre d'usure qui n'est pas bonne du tout pour les États-Unis. Qui n'est pas en bonne posture pour mener une guerre de longue haleine, encore une fois. Mais vous me direz, les Iraniens non plus, les Israéliens non plus. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Comment s'en sortir? Comment essayer de remporter intelligemment cette partie? Ce qui est sûr, c'est que du côté iranien, je vois mal. Je pense qu'on a aussi fait un calcul, j'allais dire, politico-stratégique totalement hasardeux du côté américain, c'est qu'on s'est imaginé qu'en fait, le régime était universellement détesté et qu'en fait, il y a une opposition démocratique au régime considérable. Et en fait, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de preuve que cela soit le cas. Donc oui, il y a eu, bien sûr, des milliers d'Iraniens courageux qui ont manifesté contre le régime. Il y en a qui ont été tués, sévèrement réprimés par le régime, mais vous savez qu'il y avait aussi, puisque c'était déjà une tentative de changement de régime, il y avait aussi tout un tas de manifestants qui n'étaient pas de vrais manifestants, mais qui étaient des agents infiltrés. Bon, tout ça est su. Néanmoins, il y a bien sûr une opposition interne à l'intérieur de l'Iran au régime de la République islamique, mais elle n'est pas considérable. Et il est évident qu'à partir du moment où vous faites tomber des bombes sur les gens et les populations, ça a un effet exactement inverse. Donc ça aussi, c'est quand même c'est ou d'un cynisme terrifiant ou d'une naïveté confondante, si vous voulez, qu'on puisse croire que on pourrait arriver à faire se soulever toute la population iranienne contre le régime. Ça n'est absolument pas le cas, à mon avis. En plus, on a commencé par bombarder des écoles, on vise des sites culturels, on vise des sites historiques, on détruit les sites les plus importants de la civilisation iranienne. Bon, même si ce sont les Israéliens qui font cela plus que les Américains, le résultat final, c'est un effet de ralliement autour du drapeau iranien à l'intérieur de l'Iran. Voilà. Bon, écoutez, on va voir où on en est. Je pense que, en tout cas, nos médias notamment, mais aussi un certain nombre de politiques aux États-Unis et en Europe, sont quand même extrêmement naïfs et ils partent du principe que les manifestants, s'ils ne sont pas pro-américains, ils sont de toute façon anti-régime.
voilà, c'est une pétition de principe, c'est une prémisse fausse. Euh, c'est très naïf et c'est surtout ne même pas comprendre que il n'y a pas que les Américains et les Israéliens qui ont des plans de guerre, hein. L'ennemi aussi, il a des plans de guerre, l'adversaire aussi a des plans de guerre, et il s'ajuste à ce qu'il nous voit faire. Donc là, il est clair qu'on n'est plus dans la guerre des 12 jours qui était extrêmement chorégraphiée, où les Américains et les Iraniens se sont en fait entendus pour que ça ne prête pas des proportions importantes et qu'il n'y ait pas de réaction trop brutale iranienne. Là, on n'est plus du tout dans ce cas de figure. Donc, la guerre des 12 jours, c'était une guerre de l'Iran contre Israël et les Américains sont venus au secours d'Israël. Là, les Iraniens sont vraiment en guerre contre les deux, ils l'ont admis et ils en tirent les conséquences avec les moyens qu'ils ont, bien sûr. Mais leur capacité de nuisance et d'usure est très importante. Bon. Donc, je vais terminer enfin en vous disant que le danger de cette coalition navale internationale voulue par Trump a supposé que les puissances de l'OTAN s'y soumettent, ou même que les Français et les Britanniques, tout simplement eux, entrent en jeu, ce qu'ils semblent vouloir faire, même s'il y a des déclarations temporisatrices aussi du côté français en tout cas, eh bien, ça va juste mettre un nombre de cibles non américaines importantes dans le détroit d'Ormuz. Voilà. Donc, les Américains, d'ailleurs, n'ont pas mis leur marine près du détroit d'Ormuz. Ils craignent que les Iraniens lancent des missiles de croisière, n'envoient des navires de guerre américains par le fond. Enfin, vous imaginez l'effet politique que ça pourrait avoir. Donc là, ils poussent les autres à aller en première ligne, mais c'est simplement, ça va faire grossir la cible, et les Iraniens n'auront que l'embarras du choix pour tirer. Voilà. Donc, bien sûr, l'Europe a intérêt à maintenir les voies maritimes d'approvisionnement énergétique, donc elle a intérêt à ce que le détroit d'Ormuz ne soit pas bloqué, et elle a des capacités navales importantes, mais et l'Iran, lui, n'a pas de marine, en tout cas, mais l'Iran n'a pas besoin de marine. Voilà, nous on a ça, mais eux ils ont autre chose. Ils ont des drones, ils ont des missiles de croisière, ils ont des missiles balistiques, ils ont même quelques missiles hypersoniques. Donc voilà, on est encore très très loin d'une situation où nous aurions la main militaire, où les États-Unis auraient la main militaire, et les Iraniens, même si ça leur cause aussi des déboires, hein, de maintenir cette menace sur le détroit d'Ormuz, ils préfèrent faire cela que de laisser, évidemment, de ne pas se servir de ce point de pression très fort contre les États-Unis. Et puis surtout, ils disposent quand même aussi d'un grand port pétrolier en dehors du Golfe, dans le Golfe d'Oman, hein, en dehors à l'extérieur du Golfe Persique, si vous voulez, dans le Golfe d'Oman. Et en fait, il y a du pétrole iranien qui quitte ce port, hein, et part vers le monde entier. Donc le pétrole iranien circule. Donc quand on dit les Iraniens se tirent une balle dans le pied, non. En tout cas, non. Si vous voulez. Pour eux, ils ont fait le rapport coût-avantage, et il est clair que pour l'instant, leur intérêt est de maintenir le détroit d'Ormuz fermé. Voilà. Donc je passe très rapidement à mon point 2 qui est très court. Donc pour vous dire que Trump essaie menace les pays de l'OTAN et notamment les pays européens de couper les ventes d'armes américaines à ces pays de l'OTAN, qui les transfère après à l'Ukraine, s'il rejette sa demande de former avec lui une coalition internationale pour débloquer Hormuz. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il faisait ça, évidemment, ça donnerait un coup de pouce quand même sensible à la Russie pour en finir, alors que les Européens, bien sûr, veulent tout sauf ça, puisqu'ils attendent la prochaine administration américaine. Voilà.
Donc en gros, le dilemme pour les pays de l'OTAN est le suivant. Soit ils aident Trump, ils prennent le risque de représailles iraniennes dans le détroit d'Ormuz, de voir leurs navires devenir la cible des missiles iraniens, soit ils disent non à Donald Trump et ils prennent le risque de voir toute leur stratégie d'usure, de harcèlement, de recherche de la défaite stratégique de la Russie, etc., en Ukraine, tomber à l'eau par manque d'armes, hein, et comme pour l'instant ils n'en produisent pas eux-mêmes véritablement, en tout cas pas dans les proportions nécessaires, n'est-ce pas, pour maintenir la malheureuse Ukraine et les forces ukrainiennes, ce qu'il en reste, hors de l'eau, hein, eh bien, voilà, ça risque de très mal se terminer pour eux. Donc, d'une manière ou d'une autre, si vous voulez, c'est de Caraïbes dans Scylla, quoi. C'est des risques de tous côtés. C'est des risques de tous côtés, c'est ce que je veux vous montrer. Donc, soit, voilà, ils ne pourront plus perpétuer le conflit ukrainien. Bon, s'ils refusent d'aller dans le détroit d'Ormuz, et s'ils vont à Ormuz, ils prennent quand même des risques très très importants en termes ne serait-ce que de crédibilité politique interne pour ceux qui prendraient la décision d'aller aider désormais l'armada américaine à poursuivre une guerre d'agression pure, délibérée et pour le coup non provoquée contre l'Iran. Donc c'est quand même très compliqué, c'est un vrai dilemme, c'est un vrai dilemme. Et s'ils n'aident pas les Américains à réouvrir le détroit d'Ormuz, eh bien les prix du pétrole vont continuer à grimper. Donc pour les populations, pour leur population, pour nos populations européennes et pour celles des pays de l'OTAN, des autres pays de l'OTAN, ça risque de déclencher quand même un mécontentement populaire, très mauvais pour les élections à venir, et surtout, de facto, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que les États-Unis vont prolonger l'autorisation qu'ils ont donnée à la Russie de pouvoir finalement continuer à exporter son pétrole. Parce qu'en fait, ils ont, par exemple avec l'Inde, les Américains permettent aux Indiens d'acheter du pétrole russe. Voilà. Parce qu'ils sont dans une position, si vous voulez, vous ne pouvez pas faire pression sur tout le monde, obtenir tout ce que vous voulez sans lâcher quelque chose. Ça ne marche pas comme ça. Même quand on est Donald Trump, même quand on croit qu'on est plus fort que la Terre entière, on ne peut pas tout gagner. Donc il faut faire des concessions. Si on a besoin de la Russie pour vous aider à vous sortir du guêpier iranien, eh ben, il faut commencer à faire un certain nombre de concessions sur le dossier ukrainien. Si vous voulez que les Chinois aussi éventuellement vous aident, eh ben, là aussi, on ne peut pas les menacer de droits de douane totalement léonins, sans conséquence. Voilà, parce qu'à ce moment-là, eh ben, ils vont vous faire le coup des terres rares en échange. Bon. Donc tout ça se comprend assez logiquement. De toute façon, quelle que soit la décision que prendront les pays de l'OTAN, et en tout cas, quel que soit, enfin j'espère que nous, les Français, on ne va pas s'engager dans cette affaire qui est très très mal emmanchée face à l'Iran, sans raison sérieuse, alors qu'on était au milieu de négociations. Ce serait, à mon avis, un très mauvais calcul. Mais il est vrai que la France est très en avant de la main et dans une position très volontariste contre la Russie en Ukraine et que donc, pour pouvoir conserver la bonté, l'indulgence, n'est-ce pas, de Donald Trump et son soutien en renseignement à Volodymyr Zelensky, par exemple, eh bien, il n'est pas impossible qu'on se lance dans des manœuvres dangereuses pour notre flotte, pour notre marine nationale au Moyen-Orient. Voilà, donc j'espère qu'on n'en arrivera pas là, j'espère que notre président est bien conseillé, j'espère que
nos états-majors et celui de la marine lui disent les risques que nous encourons, mais je pense que de toute façon, si vous voulez, même si les pays de l'OTAN, à la fin, s'engageaient dans cette troisième guerre du Golfe, parce qu'en fait c'est la troisième guerre du Golfe, la Russie ne sera pas tellement désavantagée et elle tirera profit de toute façon de la redirection des armes américaines, de toute manière, de l'Ukraine vers le Moyen-Orient. Donc, si vous voulez, peut-être même qu'en fait, dans tous les cas de figure, il est probable que le président Zelensky va devoir mettre tout de même de l'eau dans son vin, et surtout les gens qui le soutiennent et qui le font agir et parler et s'entêter vont probablement devoir aussi mettre un peu d'eau dans leur vin. Si ça pouvait pousser l'ensemble des belligérants directs et indirects du conflit ukrainien à trouver une formule pour sortir de ce marasme en Europe, j'en serais la première heureuse. Voilà, mon troisième point, c'est un point un peu de prospective, même de recommandation, c'est « et si on décidait d'être intelligent ?» en fait. Et si on décidait d'être intelligent? Parce que les conséquences économiques sont déjà très graves de ce conflit, elles peuvent devenir catastrophiques. Bon, vous savez que le détroit d'Ormuz, c'est quand même 30% du GNL mondial, c'est 1/5 du pétrole mondial commercialisé. Donc on est au bord d'un choc énergétique en fait sans précédent. Il faut quand même le concevoir. Si tout ça part dans une spirale incontrôlable, parce que les États-Unis et Israël continuent à vouloir rétablir, réassurer leur hégémonie dans le monde arabe, par de l'expansion territoriale israélienne, avec un contrôle des régimes soutenus par les États-Unis dans toute la région, c'est-à-dire en fait ce rêve de grand Israël, dont on parle beaucoup, qui absorbe quand même une partie du Moyen-Orient, pas seulement la Palestine historique, tout ça, ça peut quand même avoir des conséquences pour l'économie mondiale et donc pour le sort de toutes les populations considérables. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette guerre qui est menée là, et je vous en ai déjà parlé dans une clé du monde, ça ne s'est pas déroulé dans le vide, c'est l'aboutissement, en fait, le dernier stade d'un plan qu'on appelait le plan Clean Break, qui avait été établi par des stratèges néoconservateurs américains, qui avait été présenté à Netanyahou en 1996 et qui a été mis en œuvre en fait, comme le général Wesley Clark s'en est rendu compte après 2001, et il l'avait dit, il l'avait expliqué. L'idée étant d'aider Israël à établir son hégémonie dans la région par le biais d'une série de guerres permettant de renverser des régimes avec les États-Unis en partenaire en fait d'exécution. Et donc ce plan, c'était renverser. Alors à l'époque c'était renversé en quelques années, en 5-7 ans. Bon, ça a pris plus de temps. 7 pays, les gouvernements de 7 pays, donc l'Irak. C'est fait, la Syrie, c'est fait, le Liban, c'est en cours, la Libye, c'est fait, la Somalie, le Soudan, qui sont en très mauvais état aussi, le Soudan, c'est fait. Et pour finir, l'Iran. Voilà, 7e pays. Donc c'est l'aboutissement, en fait, du plan Clean Break, d'une certaine manière, auquel nous assistons, même si ça ne se passe pas du tout, peut-être, comme les Israéliens et les Américains l'avaient imaginé. Un plan de domination en fait du monde arabe et qui permettrait bien sûr non seulement de créer le Grand Israël, mais d'empêcher ad vitam aeternam toute création d'un État palestinien. Donc, évidemment, ça veut dire qu'il faut que le reste des pays de la région soient d'accord. Et ça me semble quand même assez utopique parce qu'on est à un tel niveau d'impunité, si vous voulez, que ça fait peur à tout le monde. Pas seulement les assassinats de civils ou de militaires, pas seulement la destruction de Gaza, pas seulement
l'occupation de la Cisjordanie, pas seulement l'invasion du Liban, pas seulement les bombardements sur Téhéran, mais derrière, il y a le sort de tous ces autres pays et qui ne veulent pas voir, parce qu'eux, ils vivent des exportations d'hydrocarbures, et ils ne veulent évidemment pas voir leurs exportations placées sous contrôle des États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour que ça s'arrête maintenant, au plus tôt? Donc, et qu'on évite d'avoir un Moyen-Orient plongé dans les flammes et un monde plongé dans une crise énergétique folle. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que finalement Israël ait des raisons rationnelles de s'arrêter et les États-Unis aussi. Donc pour ça, il faut des mesures qui sont toutes un peu dépendantes les unes des autres, bien sûr, mais qui visent quoi? En fait, la chose que tous les acteurs de la région veulent, Israël en premier, mais les autres aussi, c'est-à-dire la sécurité, en fait. La sécurité de base pour toutes les parties et à vrai dire pour le monde entier à la fin. Donc, bien sûr, l'Iran aujourd'hui, dans la situation où il se trouve, a besoin d'une fin à cette agression américano-israélienne. Israël a besoin d'une sécurité durable et du désarmement des proxys iraniens. Les Palestiniens, ils ont besoin d'un État indépendant, et les pays du Golfe, ils ont besoin de la fin des frappes de représailles iraniennes. Donc, et le monde entier, il a besoin que le détroit d'Ormuz rouvre rapidement. Il a besoin qu'il y ait une surveillance internationale du programme nucléaire iranien pour s'assurer qu'il respecte le traité de non-prolifération nucléaire, etc., etc. Bon, l'Iran affirme vouloir le faire, mais voilà, il faut que tout ça soit un peu, à un moment donné, gravé dans le marbre. Il faut que ça s'arrête. Il faut que l'impunité s'arrête. Il faut que la violence aussi s'arrête. Et donc, certains imaginent, et encore une fois, je reviens à quelqu'un que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement raisonnable, tempéré, qui est Jeffrey Sachs, qui est un grand expert américain, et grand expert et grand praticien aussi. Et lui, il voit 5 étapes. Ce n'est pas moi qui les ai trouvées, mais elles sont assez claires. La première, c'est que les États-Unis et Israël mettent fin immédiatement à la guerre, à l'agression, et retirent leurs forces. Voilà. La deuxième, c'est que l'Iran mette fin à toutes ses frappes de représailles à travers tous les pays du Conseil de coopération du Golfe, si vous voulez, et se soumette de nouveau à la surveillance de l'AIEA, de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, donc avec un nouveau JCPOA, un nouvel accord, un nouveau plan d'action global sur les questions nucléaires. Et je rappelle que c'est Trump qui l'avait abandonné en 2018. Troisièmement, un détroit d'Ormuz réouvert d'un commun accord entre l'Iran et le Conseil de coopération du Golfe. Quatrièmement, une solution à 2 États qui devrait être rapidement mise en œuvre. Et pour ça, il faudrait évidemment que la Palestine soit mise en tant qu'État à part entière par l'ONU. Donc voilà, il faudrait qu'Israël retire un certain nombre de ses forces de la région. Pour cela, c'est évident. Et cinquièmement, alors bien sûr, tout ça, ça irait de pair avec le désarmement du Hezbollah, du Hamas et des Houthis, s'il le faut, mais contre de la sécurité. Voilà, si vous voulez, on ne se désarme pas pour être le poitrail offert aux frappes des autres. On se désarme pour pouvoir ne plus risquer d'être attaqué. Et cinquièmement, il faudrait en fait un désarmement régional complet de tous les acteurs, voilà, tous ces acteurs non étatiques qui seraient vérifiés sous contrôle international. Donc ce désarmement des proxys, si vous voulez, il faut qu'il soit vérifié, il ne faut pas que ça soit terminable. Donc tout ça, ça veut dire revenir à la Charte des Nations Unies, dont tout le monde explique qu'elle n'a aucun sens, que le droit international n'a plus de sens, que plus rien n'a de sens, que c'est le plus fort qui gagne. Mais on voit là que le plus fort, je suis désolée, il est quand même dans une situation extrêmement délicate, extrêmement
hasardeuse, hein, les États-Unis et Israël. Donc voilà, je vous quitte un peu brutalement parce que là, encore une fois, je voulais faire une émission courte, enfin plus courte, mais là, je n'y suis pas arrivée. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de liker cette émission si vous l'avez aimée, de la partager si vous l'avez aimée toujours, de nous soutenir via Tipeee, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de vous abonner au Cercle des Amis de Paix et Guerre si vous voulez en savoir plus. Voilà. Et plus régulièrement, si vous voulez avoir de mes nouvelles, en fait, plus régulièrement. Je vous remercie, chers amis, et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.